bienvenue dans notre série consacrée au Big Data en partenariat avec Global Voice Group. Parlons aujourd'hui de l'impact du Big Data sur l'écosystème des transactions numériques. Et pour en parler, je suis avec deux invités, des experts en la matière, en l'occurrence Monsieur James Gabriel Claude, PDG de Global Voice Group, une entreprise internationale spécialisée dans les solutions et services TIC pour les gouvernements et les institutions. Vous êtes détenteur d'une maîtrise en gestion de la Boston University et diplômé en ingénierie télématique de la Pontificia Universidad Católica. Fort de 15 ans d'expérience en technologie de l'information, en 2005, vous avez assumé la gestion des centres d'opération de Global Voice. Vos compétences technologiques et administratives ont amené l'entreprise à vous nommer vice-président des technologies en 2012, poste que vous avez occupé avec brio jusqu'à votre nomination à titre de président-directeur général de Global Voice Group en 2018. Bonjour Monsieur Claude et bienvenue. Bonjour Dominique, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Et notre deuxième invitée, c'est une dame. Honneur aux dames, Madame Ramatoulaye Diallo Chagaya. Vous êtes directrice de Orange Finance Mobile Sénégal. Fort de 20 ans d'expérience, vous avez travaillé pour le compte de Emerging Capital Partners et Yavor, South Africa et Etilasa, Nigeria. Vous êtes titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, d'un BA en mathématiques et économie de Brainpower Collège et d'un diplôme en coaching de praticiens et en développement du leadership. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dominique, c'est un plaisir de te retrouver. Il est partagé. Alors, comment la crise actuelle affecte-t-elle l'écosystème financier? Nous allons parler des défis et opportunités. Commençons par les défis, Monsieur Claude. Oui, au niveau des défis, c'est clair que cette crise va provoquer la première récession économique sur le continent africain depuis 25 ans. Et donc, il faut attendre que les choses vont devenir beaucoup plus difficiles dans beaucoup de secteurs. Mais aussi, cette crise nous a prouvé, a mis en évidence l'importance et la nécessité d'accélérer la transaction numérique. Quand on parle de distanciation sociale, quand on veut aller vers faire plus de transactions en ligne, donc c'est important d'avoir tout ce qui est d'avoir en place les infrastructures numériques qui le permettent. Je pense que l'Afrique a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'Internet, ça avance à grands pas, mais je pense que cette crise aussi, c'est aussi une opportunité pour l'accélération de tout ça. Et là, je pense que c'est important de mentionner les acteurs qui doivent, je pense, travailler ensemble pour faciliter le processus. Je pense notamment au gouvernement, les régulateurs. Je pense qu'ils ont un rôle clé à jouer pour faciliter, pour mettre en place l'environnement réglementaire qui facilite le développement du numérique. Le secteur privé, les opérateurs téléphoniques qui vraiment ont fait évoluer leur business model. On n'utilise plus le téléphone juste pour parler, mais pour faire beaucoup d'autres transactions. Je pense que ça, c'est hyper important. Et aussi, je pense, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ils ont tous un rôle à jouer. Donc, ça demande vraiment une collaboration pour faire face aux défis. Les mois qui viennent, les années qui viennent ne vont pas être faciles, mais je pense aussi que ça présente des opportunités pour le développement et l'accélération des TICs en général sur le continent. En parlant des acteurs, Madame Diallo, le côté défi. Je suis absolument d'accord avec M. Claude. Je pense qu'il a bien campé le décor et expliqué les enjeux de cette crise et je dirais même des 2 décennies à venir. Quand on regarde 2 décennies en arrière, c'était vraiment le début de ce qu'on appellerait la révolution numérique, donc le téléphone mobile, avec tout ce que ça a changé sur le continent africain, les opportunités, et les défis aussi, les challenges qui sont venus avec. Donc, je partage absolument son analyse qui dit, en effet, la Banque mondiale nous dit que, voilà, pour la première fois depuis je ne sais plus combien d'années, l'Afrique va se retrouver en moyenne avec 0 croissance. Donc, pour plusieurs pays, c'est un recul. Il y a vraiment de gros enjeux autour de la pauvreté, autour de l'inégalité aussi. Et quand on regarde un peu tout cela et qu'on regarde la croissance démographique
de l'Afrique et la jeunesse de notre population, il y a raison en effet de s'inquiéter, de se dire mais voilà, quelles seront les issues. Mais je pense que l'opportunité qu'on a, c'est Monsieur Claude a utilisé un mot que je pense est incontournable et le sera de plus en plus, c'est la collaboration. Ça va être la collaboration intra-pays, mais aussi entre les pays, et aussi entre les acteurs. Quand on regarde notre domaine particulier, où vraiment, moi, je travaille à la frontière entre la technologie et la finance, je fais officiellement partie d'un groupe qui est un groupe qui semble être un groupe telco quand on parle d'Orange, mais Orange a amorcé, je dirais même dépassé le stade de début en termes de sa transformation en opérateur, ce qu'on appelle multiservice. Les services financiers, ce n'est plus un side hustle, comme on dit pour Orange, c'est au cœur de sa stratégie. Et ce n'est pas juste pour Orange. Je pense que tous les grands acteurs de la télécommunication sont aujourd'hui des acteurs multiservices, qu'ils l'assument carrément ou pas. Et de manière générale, on voit que même dans les entreprises, c'est de la collaboration entre différentes activités. Et bien sûr, hors entreprise, M. Claude a parlé de tous les acteurs qui vont devoir travailler ensemble. Je pense qu'un autre mot qui va être très, très important pour trouver les solutions à venir, c'est l'innovation. Et il va falloir collaborer pour innover. L'innovation va devoir passer par une plus grande écoute de nos clients, qui sont peut-être même des partenaires, hein, au-delà du fait qu'ils sont consommateurs. On vit dans une société de plus en plus où on viendra à la data, parce que quand on parlera de la data, on verra que la différence entre consommateurs et producteurs, cette ligne, elle est plus très claire, hein. Mais bon, disons quand même collaborer avec nos clients, nos consommateurs, pour trouver les solutions. Il va falloir qu'on se challenge pour trouver des solutions innovatrices, parce que sinon, en effet, on aurait l'impression qu'on est en train de nous embarquer vers 20 années très difficiles et très noires du point de vue de la prédiction. Mais on ne peut accepter telle prédiction. Il va falloir qu'on se dépasse en termes d'innovation pour trouver des modèles financiers, des business models, et même les États vont devoir se réinventer. Donc, je m'arrête là pour le moment parce que je pense que c'est un sujet qui nous passionne tous et on peut en parler pendant des heures, mais je m'arrête et on pourra approfondir certains aspects. Vous parliez comme votre entreprise, maintenant vous êtes dans le multiservice. Et des fois, je pense que les défis, parce que j'ai l'opportunité de travailler avec beaucoup de régulateurs de télécom et des banques centrales, en fait, ils ont des cadres réglementaires qui nécessitent une évolution pour adapter, pour permettre cette évolution. Ouais. Donc, ça revient à ce que je disais au début, d'où le rôle des gouvernements à travers le régulateur. Et aussi, vous parlez d'innovation, donc c'est clair. Et je pense que c'est une innovation qui doit être liée par rapport aux défis et aux réalités africaines, parce que c'est pas la peine de voir que d'importer l'innovation. D'ailleurs, il faut prendre en compte c'est quoi nos réalités. Comme M-Pesa aujourd'hui, qui a été fondé ou créé au Kenya. En fait, ça a pris en compte la réalité africaine et c'est un succès en Afrique. Je pense que ce sont des exemples d'innovation dont on a besoin, surtout dans ces moments difficiles. Oui, sur le sujet de l'innovation, comme disait M. Claude, je veux en fait répéter ce qu'il a dit parce que c'est tellement important d'innover sur des choses qui nous intéressent, qui règlent nos problèmes ici, sur place, ou ouvrent de nouvelles opportunités aux populations, opportunités business, opportunités pour qu'ils puissent apprendre en ligne ou autrement, des choses qui leur facilitent la vie ou qui leur donnent l'opportunité de gagner leur vie mieux et de manière plus digne. C'est pas juste de l'innovation pour innover. Moi, j'appelle ça tech that cares. Voilà, une technologie qui, en fait, qui a de l'empathie et qui comprend le client, qui comprend nos populations. C'est pas juste pour faire de l'innovation, c'est pas juste pour faire des découvertes sexy ou des choses qui semblent, voilà, il y a un wow facteur, mais derrière, c'est primordial, hein, Monsieur Claude. Merci d'en avoir parlé et je voulais juste rebondir dessus pour dire que c'est primordial. C'est parfait. Donc, en parlant de défis et opportunités, vous avez évoqué deux thèmes, la collaboration et innovation, et que l'innovation doit tenir compte des réalités. Alors, quel rôle joue le Big Data dans ce contexte?
d'abord, quand on parle de big data, ça peut être un sujet assez large. Et d'abord, quand on parle de data, les données, et de quelles données on parle, où sont ces données-là? Parce que, comme vous le savez bien, avec l'arrivée des GAFA, etc., vous voyez que les données, les opérateurs téléphoniques deviennent juste un tuyau qui permet l'acheminement de ces données-là dans les data centers qui se trouvent hors de territoire des gouvernements ou des pays africains. Je pense que c'est important de parler de parler de big data dans un contexte de souveraineté des données, parce que ça donne vraiment un avantage, c'est quelque chose de très stratégique. Juste pour vous donner un exemple, j'ai eu l'opportunité, ou l'entreprise dont je dirige, on a eu l'opportunité de travailler avec quelques gouvernements pour utiliser le big data pour essayer de voir un peu, de regarder l'impact du coronavirus dans beaucoup de pays. Donc, il y a 2 points à signaler. Si on n'a pas d'abord des outils en place pour acquérir ces données-là, ça c'est un problème. Et deuxièmement, si on ne met pas en place un cadre réglementaire qui permette l'exploitation responsable de ces données-là, alors ça c'est impossible. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais je pense que les acteurs que j'ai mentionnés au début doivent travailler ensemble et le rôle des gouvernements doit être déterminant pour s'assurer d'avoir les outils qu'il faut, les outils pour pouvoir collecter ces données, les analyser de façon responsable, je dis, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect de confidentialité des données personnelles. Et je pense que Big Data, bien sûr, c'est vraiment c'est hyper important dans cet enjeu-là. Et j'espère que de plus en plus, beaucoup de pays africains vont prendre des initiatives qui vont dans le sens d'utiliser les données pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir monitorer l'effet, pour pouvoir monitorer l'efficacité de ces décisions-là ou des différentes politiques qui sont mises en place. Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est extrêmement important. Madame Diallo, quel rôle joue le Big Data dans ce contexte? C'est vraiment l'un des grands défis, c'est trouver où mettre le curseur sur ce sujet de la souveraineté. Parce que quand on parle de souveraineté de la donnée, jusqu'ici, on en parle au niveau national ou supranational. Donc, on parle toujours de données dans le territoire national ou de sortie de données du territoire national. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne déjà aux consommateurs. Donc, souveraineté de mes données à moi, ça démarre avec moi en tant qu'individu. Donc ça, c'est un sujet déjà qui n'est pas forcément encore traité, mais qui va certainement devenir de plus en plus un sujet super important. Parce qu'au-delà, même avant d'arriver à la nation, ou que ce soit le peuple, en tant que pays, je veux dire que ce soit le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, ou l'Afrique du Sud, il y a le fait, est-ce que moi, en tant que Ramatoulaye, je vous autorise à utiliser mes données? Et pour faire quoi? Et on viendra à un moment bientôt aussi même à la monétisation de la donnée, de ma donnée. Jusqu'ici, quand on regarde vraiment les modèles de Facebook, etc., leur modèle financier, de manière très basique, c'est la monétisation des données agrégées. La valeur vient du fait que, voilà, ils agrègent plein de données et puis ils revendent cela. En gros, pour résumer, c'est ce qu'ils font. Maintenant, avec le temps, cela va devenir, disons, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus fin. Je pense que les consommateurs un peu partout dans le monde vont être de plus en plus conscients de la valeur de leurs données personnelles. Et donc, qui dit valeur dit monétisation, ou en tout cas partage de valeur. Et c'est vraiment, je n'ai pas de réponse en termes de où ce curseur va être mis in fine, mais c'est sûr que la question de trouver ce bon milieu-là sera au centre de tous les débats. Bien sûr, il faudra un usage responsable, un usage éthique. Il y a tellement d'usages possibles qu'il va falloir faire des choix, et des choix très difficiles. Donc, c'est vraiment un sujet, on est qu'au début, vraiment tout à fait au début de ces pages de l'histoire de la donnée. Malheureusement, il y aura certainement des usages néfastes, mais on espère que à la sortie un peu de tout cela, qu'on aura utilisé nos données pour vraiment des bons, que ce soit des bons technologiques ou des bons dans la qualité de la vie des gens,
que les gens puissent se dire, voilà, je suis prêt ou prête à partager mes données parce que ça me rapporte quelque chose de beaucoup plus important et que même en partageant mes données, je peux participer à cette agrégation de données qui, in fine, est quelque chose de plus positif. Mais c'est vraiment, c'est un feuilleton qui vient tout juste démarrer et il y aura encore beaucoup d'épisodes qu'on va construire ensemble en parlant de collaboration. Et surtout, ce sera l'opportunité pour nous en tant qu'individus, mais que ce soit les multinationales ou les États ou l'Afrique de manière générale, il va falloir qu'on s'assure qu'on y voit au chapitre et qu'on participe à ces débats-là qui démarrent sur l'éthique, sur les usages, sur même le comment influencer la recherche sur les données. Parce que tout ça, c'est des choix. C'est des moments où des choix sont faits, où des choix sont faits sur quoi se focaliser. Donc, tout cela, il va falloir qu'on s'assure qu'on y voit au chapitre. Mais comment les énormes quantités de données issues des transactions peuvent-elles être transformées en informations exploitables par les décideurs? Je peux vous donner des exemples clés par rapport à mon expérience dans ce domaine où on travaille avec des agences de gouvernement telles que les banques centrales et des régulateurs de télécom. On collecte des données et à partir de là, ils peuvent essayer de regarder, de monitorer tout ce qui est anti-money laundering, tout ce qui est AML, tout ce qui est le respect des KYC. Donc, il y a vraiment, comme disait Madame Diallo, il y a vraiment beaucoup l'utilisation, c'est vraiment énorme en termes de cas qu'on peut trouver pour les big données et on est qu'au début de ce feuilleton-là. Mais je pense que c'est aussi l'opportunité d'essayer de voir ce qui a été fait ailleurs et apprendre, même si on ne va pas répliquer exactement comme ça a été fait. Mais il y a des exemples, je trouve, comme en Estonie avec le projet X-Road, qui, en utilisant des technologies telles que Public Key Infrastructure, infrastructure à clé ouverte, qui permet l'accès aux données de façon sécurisée, de façon responsable. Je pense que c'est vraiment un ensemble de mesures qui doivent être prises et aussi une collaboration, ça revient à chaque fois, mais parce que ce sont des défis énormes quand il s'agit de comment faire face comment utiliser les données de façon responsable. C'est pas quelque chose qu'un gouvernement ou qu'une entreprise privée ou juste un État peut décider. Maintenant, quand on parle, par exemple, si on prend l'exemple de GDPR en Europe, mais ça a eu un succès parce que vous avez 28 pays en Europe qui se sont mis ensemble pour développer un cadre pour l'utilisation des données personnelles. Donc, je pense qu'en Afrique, c'est quelque chose qu'on peut vraiment essayer de s'inspirer. Par exemple, c'est pourquoi je salue des initiatives telles que Smart Africa, qui travaillent avec beaucoup de gouvernements et de régulateurs. Comment on peut travailler ensemble au niveau régional pour être en bloc et comme ça mettre en place et avoir une masse critique suffisante et en tant que marché, en tant que bloc, on peut se faire entendre et on peut avoir une position commune sur des sujets si importants, si sensibles et si stratégiques. Sur les cas d'usage, en effet, il y en a pas mal au sein des entreprises comme les nôtres ou peut-être même les petites entreprises. Moi, je pense que les données nous donnent une opportunité assez particulière de mieux connaître notre client. Donc, si on exploite vraiment les différents types de données qu'on a, on peut en fait brosser un portrait de notre client qui nous permettent d'avoir une connaissance beaucoup plus fine et donc de pouvoir offrir des services ou des solutions qui seraient un peu plus personnalisées. Je pense que c'est ça, en tout cas, vers quoi on devrait se diriger de plus en plus pour cette exploitation, c'est même pas le bon mot, mais cet usage pour que la donnée puisse passer de données à information utile pour qu'elle nous révèle quelque chose d'utile sur le client. Donc, je pense que ça, c'est un aspect qui nous permettrait d'avoir, comme je disais, du côté marketing produit, de meilleurs produits, des produits plus adaptés, peut-être même plus personnalisés, soit pour un client particulier ou un sous-groupe de clients.
Donc, ça va nous permettre en fait d'avoir une approche de un peu moins de masse. Même si on a des millions et des millions de clients, c'est pouvoir trouver une certaine intimité avec un certain sous-groupe et mieux les servir en fait. Donc, je pense que c'est ça, côté business, qu'on peut encore plus encore exploiter encore un peu plus avec les données. Et puis aussi, même sur les opérations et le back-office, que ce soit, bon, si on prend les services financiers, je pense que les données peuvent nous aider énormément sur le sujet de l'identification, par exemple, qui est un sujet clé dans les services financiers, autant pour les régulateurs, vraiment sur toute la ligne, autant en entrée en relation que la surveillance des opérations pour des sujets autour du money laundering, de la lutte contre le financement du terrorisme, toutes les choses que les banques centrales veulent bien sûr verrouiller et sur lesquelles ils veulent être intransigeants. Je pense que la technologie, la big data ou même l'intelligence artificielle nous permettrait de mieux surveiller ce type d'opération, d'avoir des outils beaucoup plus adaptés et beaucoup plus, disons, fins, qui nous permettraient de peut-être même réduire nos coûts sur ce genre d'opération. Parce que quand même, le coût de l'identification des clients en entrée en relation et les coûts qu'il faut pour continuer à avoir les bonnes identifications, les adresses, etc., c'est vraiment, ça fait beaucoup. Et que ces investissements sont faits individuellement par les institutions financières, que ce soit les banques, que ce soit nous. Et moi, je me dis, écoutez, si on trouvait le moyen de partager ce genre d'informations, ça réduirait les coûts de manière générale pour tout le monde individuellement, tout en augmentant le niveau de la qualité, en tout cas, de cette prestation. Donc, il y a des aspects business, comme je le disais, qui sont du côté du client, donc ce qu'on peut apporter au client final. Mais derrière aussi, dans les opérations, il y a beaucoup de choses sur lesquelles la big data pourra beaucoup nous aider, nous soutenir et in fine, aider les entreprises, mais aussi les régulateurs, parce qu'in fine, leur objectif, c'est une meilleure maîtrise des risques. C'est ça, en fait. Là, c'est la stabilité financière et économique de notre zone. Aider les régulateurs, aider les décideurs, la crise fait partie intégrante de notre quotidien aujourd'hui. Alors, dans quelle mesure la crise va-t-elle favoriser le recours à l'argent mobile au détriment des espèces? Monsieur Claude, vous l'évoquez tout à l'heure en début d'émission. Alors, je ne pense pas que la crise va favoriser, je pense que la crise a déjà favorisé parce que les données qu'on a et plus de 65% de l'économie du Kenya se transacte à travers mobile money. Et au Rwanda, il y a eu une croissance de plus de 45% de l'utilisation de mobile money. Au Congo-Brazzaville, on observe des chiffres pareils. Pour 2020, on estime qu'on va avoir près de 500 millions d'utilisateurs de mobile money en Afrique. Donc déjà, l'utilisation de mobile money, c'est quelque chose qui est monnaie courante dans nos différentes économies en Afrique. Mais moi, je voudrais aller un petit peu plus loin, pas juste l'utilisation. Comment ça peut être le déclencheur pour une inclusion financière? Parce qu'on peut utiliser mobile money pour faire des transactions, mais je pense que c'est aussi l'opportunité pour que les fournisseurs de services développent des services tels que des comptes de saving pour pouvoir faire des prêts, des services un petit peu plus sophistiqués qui rentrent dans le cadre, qui favorise l'inclusion financière. Et je pense que c'est aussi le rôle, je reviens toujours au rôle du régulateur et des banques centrales pour regarder le cadre réglementaire, pour les faire évoluer dans le sens où ça pourrait favoriser l'inclusion financière. Je pense qu'on est bien parti en termes d'utilisation et on travaille avec plus d'une quinzaine de gouvernements en Afrique sur tout ce qui est monitoring des transactions de mobile money dans le cadre de lutte contre anti-blanchiment, etc. Et on voit ces chiffres-là, c'est vraiment, ça représente une opportunité pour ces fournisseurs de services. Et je pense que, comme j'ai dit, donc les régulateurs doivent travailler avec eux pour faciliter le développement de ce secteur et voir qu'est-ce qui peut être fait pour vraiment favoriser l'inclusion financière en ajoutant sur ce qui est basique déjà, juste envoyer de l'argent, d'autres types de services additionnels.
Alors, Madame Diallo? La transformation annoncée, ben, elle a déjà eu lieu, hein. On est en plein dedans et en fait, ce que vous évoquez, c'est le passage des services de première génération vers les services de seconde génération. Je m'explique. Quand on parle, en tout cas, nous, dans le business de services de première génération, c'est vraiment déplacer l'argent d'un point A vers un point B. C'est le transfert, en fait. Que ce soit un transfert entre moi et une personne qui est dans la même ville ou dans une autre ville ou dans un autre pays, in fine, c'est du transfert. Donc, le transfert, c'est vraiment le socle des services financiers déjà de manière générale, hein, mais surtout, certainement, du mobile money. Et c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Bon, M-Pesa n'a que 12 ans. Comme je dis toujours, on est vraiment au balbutiement de ce secteur. Quand la référence n'a que 12 ans, Orange Money n'a que 10 ans, 11 ans en Côte d'Ivoire, donc on est lancé en 2009. Donc ça veut dire qu'on est qu'au tout début et jusqu'ici, les services de première génération dominent. Mais on voit que cette transformation, elle avait déjà démarré avant Covid. Et ce que le Covid nous a apporté, en fait, en termes de transformation digitale, c'est une accélération. La McKinsey, il y a quelques semaines, qui a publié quelque chose qui disait qu'en fait, on a pris 10 ans de transformation digitale en 3 mois. Donc, ce qui est bien sûr quelque chose de très positif, mais c'est aussi, voilà, c'est quelque chose de très étourdissant. Et donc, la transformation annoncée, elle a déjà eu lieu. On a lancé au mois de juillet Orange Bank Africa, qui est une banque digitale, et donc ils se portent très bien en termes rien que les premiers mois, en termes de crédit octroyé complètement à 100% sur le digital. Bien sûr, le crédit sur le digital est au Kenya depuis un certain nombre de temps. Donc, on est déjà sur cette pente, mais je suis d'accord que c'est quelque chose encore à développer pour pouvoir offrir plus de services autour donc de l'épargne et autour du crédit, du microcrédit et surtout du crédit utile. Donc, un crédit qui irait vers vraiment cette stimulation de l'économie, vers un usage bénéfique sur l'économie qui crée de l'emploi, en tout cas qui autonomise de plus en plus les populations. Donc, sur ça, en effet, les régulateurs, je pense, ont un travail à faire non seulement de rattrapage, mais aussi pour espérer peut-être pouvoir guider et s'assurer aussi qu'on ne tombe pas dans les travers du crédit où on se retrouve vraiment avec des schémas où le client est lésé ou maltraité pour non-paiement, etc., etc. Donc, il y a des choses à faire un peu autour de ce produit-là pour mieux le sécuriser au bénéfice du client. Mais c'est certain que ça, c'est le next step. Et puis, au-delà, je pense que quand on parle des services financiers, il y a le transfert, bien sûr, on gagne de l'argent, on en reçoit, etc. On l'épargne, on l'investit, mais la partie investissement, pour moi, c'est le next step aussi. Il est important qu'on ait des produits adaptés pour l'inclusion financière au-delà de l'inclusion dans les transactions pour que ce soit une vraie inclusion dans une économie un peu plus sophistiquée, avec des produits un peu plus sophistiqués, mais adaptés. Donc ça, c'est aussi un next step autour des produits d'investissement, bien sûr de l'assurance aussi. Donc, c'est un univers très riche qui est en train d'être développé pour le client, tout sur le mobile money. Hein. Mais je le disais, on est au tout début, il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit pour nous, les acteurs qui sont déjà dans cette activité-là. Mais l'innovation ne va pas venir juste de nos activités de recherche et de nos activités de tous les jours avec les clients. Il y a beaucoup de choses que l'écosystème va aussi créer. Et ça dépend de nous de pouvoir créer cet écosystème via des API pour que les autres partenaires puissent s'interconnecter à notre système. Et ça c'est ça qui encourage aussi les startups autour de nous à mieux régler certains problèmes parce que en général, les startups, ils sont très, très bons sur un sujet en particulier. Ils peuvent vraiment aller au fond et créer une solution ou un service qui répond de manière très fine aux besoins d'une certaine population. Et donc, il va falloir qu'on trouve le bon moyen pour danser avec eux. Voilà, il y aura toujours les grosses multinationales, les gros telcos, les grosses banques. En tout cas, les banques qui auront bien amorcé cette transformation digitale, elles seront encore là, moi j'en suis convaincue. Et puis autour, il faut un écosystème jeune, innovant, plein d'idées et plein d'énergie qui nourrit un peu tout cela.
En 3 mois, la transaction numérique a connu vraiment une ascension sans précédent. Alors, quels sont les risques inhérents à un écosystème de transactions entièrement numérisé? Le risque principal auquel on fait face, pour moi, c'est la fraude et la sécurité. Appelons ça sécurité de manière générale. Que ce soit la fraude ou des tentatives d'invasion sur les systèmes d'information, etc. Un peu tout cet univers numérique, bien sûr, on le sait, hein, a un dark web, comme on dit. Il y a vraiment une toile noire où il se passe plein de choses illégales et des gens qui ont des capacités, hein, des hackers, mais qui décident de mettre ces capacités-là à des fins nuisibles, en tout cas aux clients. Et donc, ça aussi, c'est un gros enjeu, mais c'est un enjeu auquel on peut aussi faire face avec la technologie. Ça, c'est l'enjeu de la sécurité des transactions. Bon, même dans la banque traditionnelle, l'enjeu de la sécurité a toujours été quelque chose de très, très important parce qu'on sait qu'en tout cas, dans les services financiers, le socle des services financiers, c'est la confiance. C'est aussi simple que cela. Une banque centrale n'existe que parce qu'il y a de la confiance. Et même la monnaie, je veux dire, 100 francs CFA, ça vaut 100 francs. C'est pas parce que ça vaut 100 francs, c'est parce que nous, 3 là, on est d'accord, enfin, on est 6 sur le pont, on est d'accord sur le fait que ça vaut 100 francs, c'est tout. Le jour où on n'est plus d'accord sur ce chiffre, l'économie s'effondre. Donc, c'est vraiment la confiance qui est le socle. Et pour nous, je pense que le gros défi, c'est vraiment de répliquer cette confiance et de l'améliorer parce qu'il y a encore des choses à faire comparé, disons, à la banque traditionnelle. Mais vraiment pouvoir sécuriser la data, sécuriser les transactions et s'assurer que pour un client quelconque, pouvoir avoir son argent dans un porte-monnaie électronique, pouvoir faire des transactions, pouvoir faire de l'épargne, du crédit, vraiment se sentir à l'aise dans ce monde digital-là, il faut qu'il se sente en sécurité. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on continue en fait à faire d'énormes investissements sur la sécurité de manière générale. Et dans ça, bien sûr, il y a la fraude aussi. Et qu'on continue surtout à innover parce s'il y a une chose que les fraudeurs et les hackers font régulièrement, c'est de l'innovation. Donc, il faut vraiment il faut toujours rester au devant de leurs innovations, disons, et pouvoir penser à des cas de fraude pour chaque produit, chaque chose qu'on met en ligne, chaque innovation qu'on met en ligne. Il faut penser à tous les aspects dans le cadre de ce que nous, on appelle le go-to-market, qui est tout un programme de sécurisation d'un produit ou d'un service avant de le mettre en ligne pour l'utilisation des clients. Il y a beaucoup de choses qu'on teste et cet aspect risque, sécurité est au centre de notre programme de go-to-market. Comme le disait Mme Diallo tantôt, la confiance est le socle, il faut innover. Vous partagez cet avis? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je voudrais revenir sur l'aspect sécuritaire parce que oui, il y a vraiment, c'est un écosystème à protéger. C'est vraiment, et c'est très important pour les pays. Tous ceux qui participent de cet écosystème-là ont un intérêt à le protéger. Et je pense que chacun a un rôle à jouer. Et je pense que comme une société, un fournisseur de services, ils doivent mettre en place les mesures, les mécanismes pour s'assurer que les services qui sont fournis soient protégés, protéger les utilisateurs finaux. Le gouvernement aussi, ou à travers la Banque centrale, doit avoir une vue beaucoup plus globale pour essayer de prendre en place mettre en place des cadres réglementaires qui facilitent la protection des usagers au niveau national et aussi ça monte au niveau régional. 53% des participants à une enquête concernant cybersécurité en Afrique a révélé qu'ils ont été victimes juste en 2019 d'une fraude quelconque liée à la téléphonie ou au mobile money. Et je pense aussi que quand on parle d'innovation et que les fournisseurs de services, et comme Mme Diallo disait tout à l'heure, on passe à une autre phase maintenant du déploiement de mobile money. Il ne faudrait pas qu'on regarde seulement l'aspect business, il faut qu'on regarde aussi la technologie parce que il faut faire évoluer cette technologie-là. Il y a d'autres technologies qui ont été prouvées, mais qui ne sont pas encore intégrées
dans Mobile Money. Par exemple, on utilise toujours USSD assez basique, et tandis que le taux de pénétration de smartphone évolue. Donc, je pense qu'il y a moyen de rendre un peu plus sophistiqué et d'ajouter un peu plus de couches de sécurité par rapport à ces solutions-là. Donc, ça revient un peu au point initial où il y a une collaboration dans l'intérêt de l'usager final. Il y a une collaboration qui est nécessaire entre le régulateur qui travaille vraiment de très proche avec les fournisseurs de services afin que les intérêts de tous soient pris en compte. Merci beaucoup, Monsieur James Gabriel Claude, pour ces éléments de réponse. Je rappelle que vous êtes PDG de Global Voice Group. Merci également à Madame Ramatoulaye Diallo, qui est directrice d'Orange Finance Mobile Sénégal. On retient tout simplement qu'il faut une franche collaboration, il faut de l'innovation, il faut mettre en place des outils, il faut un cadre réglementaire, il faut un accès sécurisé, il faut apprendre de l'expérience des autres, il faut également mieux connaître son client. Donc c'est sur ces mots que nous vous remercions vraiment d'avoir partagé avec nous votre expérience, d'avoir donné votre point de vue concernant l'impact du Big Data sur l'écosystème des transactions numériques. Et nous vous souhaitons sur ce de passer un très bon après-midi chez vous. Pour finir, le mot de la fin avec Madame Rekia Madougou, plusieurs fois ministre au Bénin et désormais consultante internationale sur les questions de finance inclusive et de développement. La finance inclusive se revendique être cette forme de finance qui décentralise l'accès des services financiers à tout le monde, on l'a dit. Mais elle permet surtout d'inclure tout le monde pour peu que les conditions soient réunies, que cette accessibilité soit précédée de capacitation, donc d'éducation financière, et donc pour élargir la sphère des bénéficiaires des services financiers. Il s'avère donc impératif de recueillir les informations sur les identités, les habitudes de consommation, les géolocalisations, les niveaux de revenus et de consommation et d'épargne, les besoins d'investissement d'une cible de plus en plus importante, mouvante, mobile, et du coup un volume d'informations à collecter et à traiter puis analyser en vue donc de prendre les bonnes décisions adaptées à la cible vers laquelle on tend et surtout d'anticiper en matière de bonne gouvernance.